Avec la cybersanté, la population doit bénéficier d'un accès à un système de santé de qualité efficace, sûr et avantageux financièrement. La Confédération recommande aux cantons de valoriser et de renforcer leurs offres en cybersanté et de soutenir fortement la mise en œuvre de nouveaux outils numériques, comme le dossier électronique du patient, plus communément appelé le DEP. Le dossier électronique du patient est un outil utile aux professionnels de la santé, mais également et surtout aux patients et aux patientes. Pour nous, en tant que haute école, la responsabilité nous incombe de former les étudiants au dossier électronique du patient. Nous le ferons et de plus, nous le ferons très concrètement dès que nous pourrons aussi le mettre en place au sein de la consultation santé mosaïque, appelée COSAMO, afin de permettre aux étudiants en soins infirmiers, en médecine et en ostéopathie de pouvoir s'exercer. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir 3 intervenants de marque que je remercie d'être avec nous, qui vont nous informer sur l'état d'avancement du dossier électronique dans notre canton. Nous aurons d'abord M. Daniel Rohrer, chargé de mission auprès de l'association CARA, qui ouvrira cette conférence pour détailler ce qu'est concrètement le DEP. Puis, Caroline Piana-Masserli, chef de projet santé numérique au sein du service de santé publique de la Direction de la santé et des affaires sociales du canton de Fribourg, reviendra sur la clé du DEP, à savoir le moyen d'identification. Ensuite, Daniel Rohrer reprendra la parole pour une démonstration du dossier électronique du patient du point de vue des patients directement sur la plateforme. Enfin, Yanis Papadaniel, responsable santé à la Fédération romande des consommateurs, nous donnera quelques retours d'expérience de patients. À l'issue de ces 4 interventions, un espace de questions vous est réservé. Vous avez la possibilité, au cours de cette conférence, de nous poser des questions à travers le chat et nous y répondrons dans la mesure du possible avant la clôture de cette conférence prévue à 17h15. Alors, sans plus attendre, j'accueille Daniel Rohrer, à qui je laisse la place pour la suite de l'intervention. Merci. Voilà, bonjour à tous. Je vous remercie déjà de nous rejoindre pour effectivement quelques explications sur le dossier électronique du patient. Je remercie la Haute École de Santé de Fribourg d'avoir invité Cara à vous parler de ce sujet assez nouveau et qui va quelque part amener beaucoup de changements dans le système de santé en Suisse. Donc je vais faire quelques explications dans une première partie et comme expliqué, dans une seconde partie plus tard, je ferai une démonstration de notre plateforme du point de vue du patient pour que vous puissiez voir concrètement qu'est-ce que ça représente, comment le patient, dans quelques mois maintenant, pourra avoir ces informations de santé. Alors, je vais vous montrer. Donc, le dossier électronique du patient, il y a beaucoup d'explications, on peut faire des explications très très compliquées sur le sujet, mais au final, je pense qu'une explication relativement simple, c'est de partir finalement de la situation actuelle dans le système de santé, où vous avez un certain nombre d'intervenants, un certain nombre de prestataires de soins, vous pensez à votre médecin, à votre pharmacien, un hôpital, une clinique, une sage-femme, un physiothérapeute, etc. Donc tous ces prestataires de santé qui actuellement disposent d'informations sur le patient, parfois sous forme papier, parfois sous forme informatique, et ces différents prestataires de santé actuellement déjà échangent de l'information entre eux. Ils échangent l'information de manière, on va le dire, hétéroclite, c'est-à-dire ça dépend, tout le monde n'échange pas avec tous les autres prestataires, et puis on est encore très souvent sur d'anciens modes d'échange d'informations, c'est-à-dire les courriers papier, les fax et le téléphone. Donc ça prend du temps, vous avez aussi l'email, mais tout ça prend du temps pour recueillir quelque part l'information de santé qui concerne un patient. Ben voilà, tous ces prestataires, ils échangent en permanence pour essayer de récupérer les informations dont ils ont besoin pour la prise en charge optimale du patient. Et puis, ce qui va changer quelque part maintenant avec le dossier avec le patient, c'est que vous avez les mêmes intervenants, mais si vous réfléchissez, et là je regrette que vous ne soyez pas en présentiel face à moi, mais vous pouvez vous poser la question, mais qui c'est qui manque en fait?
Quel acteur majeur manque au travers de tous ces échanges? Eh bien, l'acteur qui manque, tout simplement, c'est vous, c'est le patient. C'est-à-dire que parmi tous ces échanges actuellement, celui qui a le moins d'informations sur la santé du patient, c'est le patient lui-même. Les professionnels s'échangent entre eux, mais le patient, il est souvent exclu ou marginalisé, où il doit demander, faire un effort actif pour obtenir des informations sur sa santé. Et là, le DEP, quelque part, le DEP, il va être au centre de tout ça. C'est le patient lui-même. Si on parle de dossier électronique du patient, c'est que le patient est créé, géré par le patient. Et ça veut dire qu'il va pouvoir voir toutes les informations qui le concernent et décider quelque part de à quel autre prestataire il veut échanger les données de santé. Donc voilà, il y aura une démonstration, il y aura beaucoup d'autres explications, mais fondamentalement, le principe du DEP, c'est ça. C'est passer d'un modèle où vous avez des échanges assez hétéroclites et le patient exclu, à un modèle où le patient est vraiment au cœur et c'est lui qui décide quelque part de l'échange de ces informations de santé. Détail important, mais voilà, je pense que c'est toujours bien de le rappeler, c'est on parle toujours du patient et on parle des prestataires de soins. Les assurances maladie ou les assurances publiques ou l'État ou les employeurs, etc., tout cela sont exclus du système du dossier électronique du patient. C'est toujours le patient qui accède à son dossier et puis autrement, c'est des professionnels de santé, mais les assureurs sont exclus du système. Quel est l'objectif en fait? Qu'est-ce qu'on recherche avec le DEP? En fait, on ne cherche pas un projet informatique. Le but n'est pas juste de faciliter les échanges pour eux-mêmes. Ce qu'on cherche par là, en facilitant ces échanges de données médicales, de données de santé, c'est fondamentalement, c'est améliorer la qualité des soins. C'est ça qui est essentiel, c'est ça le but du DEP. Améliorer la qualité des soins, ça veut dire par une meilleure coordination, comme ça les différents prestataires de soins, quand ils reprennent un patient qui est déjà passé chez d'autres prestataires, eh bien, ils peuvent avoir une information plus complète, plus à jour pour faire une meilleure prise en charge. Le but aussi, c'est de diminuer le risque d'erreur. On parle souvent de protection des données, et peut-être dans certaines questions qui viendront plus tard, on parlera de protection des données, qui est essentielle, mais il y a aussi la sécurité du patient. Et donner un médicament à un patient qui est allergique à ce médicament, bah, ça a des conséquences. Donc voilà, Cara oppose pas les deux, mais c'est vrai qu'il faut aussi penser à cette question de sécurité du patient. Éviter les examens inutiles, donc c'est une question d'efficience du système de santé. Pourquoi refaire un examen alors qu'il est dans votre dossier clinique du patient? Assurer la continuité des soins, c'est qu'un patient a son médecin de famille, il va passer ensuite chez un spécialiste, il va peut-être aller à l'hôpital, puis à une clinique de réadaptation, etc. Ben, il faut que dans cette chaîne de prise en charge, les informations suivent et ça permet justement d'assurer cette continuité des soins. Et enfin, et c'est la logique de ce que je vous ai expliqué avant, c'est la transparence. La transparence vis-à-vis du patient, des autres professionnels aussi, mais du patient surtout, qui peut voir concrètement, rapidement, quelles sont les données de santé qui le concernent. Principe du DEP, on ne le fait pas non plus par hasard, c'est une volonté de la Confédération. Donc, toute notre activité est cadrée par la loi fédérale sur le dossier électronique du patient, qui fixe très précisément quelles sont les obligations à faire, notamment du point de vue protection des données, qui fixe aussi une obligation légale, déjà pour cette année 2020, pour les hôpitaux, les cliniques, et puis dès 2022 pour les EMS et les maisons de naissance. Mais au-delà de ces établissements stationnaires, c'est-à-dire où les patients passent la nuit, l'objectif recherché par Cara, bien entendu, c'est d'avoir l'intégralité des prestataires de soins, les médecins, les pharmaciens, les soins à domicile, pour avoir justement cette vision à 360 degrés autour du patient. Pour ces autres prestataires, c'est volontaire, mais voilà, on espère qu'ils participent. Et enfin, pour le patient lui-même, ben, le dossier clinique du patient n'est pas obligatoire. C'est quelque part, c'est facultatif, c'est libre au choix des citoyens qui veulent ou pas disposer d'un dossier électronique du patient. Vous aurez une vidéo à disposition, la Haute École va vous mettre à disposition une vidéo explicative de la Confédération sur le dossier clinique du patient, donc je vous invite à aller la regarder, ça redira un certain nombre de choses, peut-être vous reverrez quelques nouveaux éléments, mais ça peut toujours être intéressant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vraiment, quand on dit le patient est au centre, avec le dossier clinique du patient, c'est pas une façon de parler, c'est vraiment le patient qui décide à peu près de tout en ce qui concerne son dossier électronique. S'il souhaite l'ouvrir, premièrement, on l'a dit, c'est facultatif,
mais il décide aussi de quelles informations sont déposées dans son dossier. Il peut décider d'un niveau de confidentialité pour chaque document. Donc, il peut les rendre plus confidentiels, voire secrets, afin que même certains professionnels n'aient pas accès. Il peut masquer des documents, il peut supprimer des documents, sachant que le dossier clinique du patient ne contient que des copies. Donc, il peut quand même supprimer ces copies parce que voilà, il estime que c'est pas utile, c'est pas nécessaire, donc il a la possibilité. Et puis, il décide de quels professionnels ont accès à son DEP. On l'a vu avant, les prestataires peuvent éventuellement avoir accès, mais ça dépend toujours du patient. Par défaut, quand le patient ouvre son dossier, il est le seul à voir son contenu. Et ensuite, on va le voir dans la démonstration, il va donner des droits d'accès à des professionnels, et c'est seulement ces professionnels-là qui pourront voir le contenu de son dossier. Donc, ce n'est pas une ouverture à tous les professionnels de santé de Suisse, surtout pas. C'est les professionnels auxquels vous avez confiance et vous donnez certains éléments de votre dossier de santé. Et puis enfin, le dossier clinique du patient, comme il n'est pas obligatoire, il peut être fermé à n'importe quel moment, sans justificatif, pour n'importe quelle raison. Voilà, vous trouvez que ce n'est pas bien, donc vous pouvez à tout moment le révoquer. Quelques mots sur notre association. L'association CARA est composée de 5 cantons, le canton de Fribourg, bien sûr, Genève, Vaud, Valais et Jura, qui se sont mis ensemble pour faire une collaboration justement pour offrir le dossier clinique du patient aux professionnels de santé de ces cantons, mais aussi à la population. Et puis, je dois dire à titre personnel, vous verrez peut-être plus tard aussi que des collaborations en matière de santé aussi larges, avec 5 cantons aussi approfondis, sont relativement rares. Donc ça, c'est quelque chose déjà que vous pouvez remarquer. Et puis le financement, c'est par les services de santé publique, par les départements de la santé que CARA est financé. Il n'y a pas de source en guillemets privée, c'est le financement par les cantons membres. Vous avez ici quelques-uns de nos affiliés, quelques-uns de nos participants actuels. Vous en reconnaissez probablement quelques-uns. Si je prends ici, je suis à Fribourg, donc j'en profite. Vous avez l'HFR, vous avez l'hôpital d'Aller, vous avez par exemple le réseau fribourgeois de santé mentale. Donc ça, c'est déjà une partie, c'est même pas tous, c'est les prestataires qui nous ont déjà rejoints et qui vont utiliser le dossier électronique du patient. On espère qu'il y en aura beaucoup d'autres, il continue à arriver, mais voilà. L'idée, c'est vraiment, encore une fois, c'est d'avoir un maximum de prestataires pour que le dossier électronique du patient soit le plus complet et le plus pertinent pour la suite de la prise en charge. Au-delà du dossier électronique du patient, qu'on va voir tout à l'heure en démonstration, l'idée, c'est que dans un premier temps, le dossier électronique du patient va contenir des documents. Ces documents, c'est un premier pas, ça améliore l'information, mais l'idée, c'est que à terme, il y ait d'autres services. Alors, vous avez un service de transfert pour les professionnels entre eux, et puis la médication. La médication, quand vous parlez à peu près à n'importe quel professionnel de santé en exercice, il vous dit, mais c'est souvent une lacune en termes d'information, on ne sait pas ce que le patient prend comme médication. Eh bien, on va mettre quelque chose au point, on est en train de le préparer maintenant, il sera bientôt prêt, où vous avez toujours la médication à jour à un moment donné, entre guillemets, sur une page, et pas besoin d'aller chercher dans différents documents. Et puis le plan de soins partagé, où c'est effectivement qui montrerait les différents soins apportés aux patients, un peu comme la médication sur une page de manière dynamique. Et puis, Madame Piana Mercerly va vous l'expliquer, mais pour accéder au DEP et aux autres services, eh bien, il faudra avoir un moyen d'identification électronique pour les patients, pour les professionnels. C'est essentiel, ça permet d'accéder de manière sécurisée justement au système du DEP. Comment participer? Donc là, voilà, on souhaite effectivement qu'il y ait un maximum de professionnels qui participent. Donc là, ce qui est nécessaire, c'est de s'affilier auprès de CARA. Donc c'est de s'inscrire, entre guillemets, pour participer et être inscrit sur la plateforme et obtenir un moyen d'identification électronique pour après avoir cette clé qui vous permettra d'accéder au système. En tant que citoyen, eh bien, comme c'est facultatif, il faut donner son consentement pour l'ouverture de son dossier électronique du patient, aussi obtenir un moyen d'identification. Et tout ça, ça pourra être fait à partir du premier semestre de l'année prochaine, donc dans quelques mois. On est en train de faire les tests, on est en train de finaliser les choses, mais d'ici quelques mois, ça sera possible effectivement pour vous d'ouvrir un dossier électronique du patient. Voilà. C'était bref, je vous avais ici quelques sites où vous pouvez trouver plus d'informations, sinon vous pouvez nous contacter, on répond aussi volontiers. Et puis j'attends la dernière partie pour répondre aux différentes questions, s'il y en a. Voilà. Oui, bonjour.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich. Ursprünglich war vorgesehen, dass dieser Teil der Veranstaltung in Deutsch durchgeführt wird. Aus organisatorischen Gründen wird es jetzt doch in Französisch gemacht. Ok, je commence avec tout court aperçu de la situation de la mise en œuvre de la part des institutions fribourgeoises. Alors, il faut ajouter que toute institution obligée par la loi s'est affiliée à CARA à temps, donc tu as le délai d'avril. Deux institutions ont déjà subi avec succès les audits de KPMG début septembre. Audits qui sont obligatoires afin que la plateforme elle-même puisse faire certifier. Et comme déjà indiqué par M. Rohrer, afin que vous puissiez utiliser ODEP, il vous faut donc cette fameuse moyen d'identification électronique. Alors là, le processus, vous posez la demande, aujourd'hui vous remplissez les formulaires, c'est transmis, et là, c'est CARA qui va ouvrir donc un dossier avec un accès provisoire et il vous demande ensuite justement cet identifiant. Si vous en avez un, c'est bien. Sinon, il faut passer par une Registration Authority qui vous en remet un. Cette partie-là est donc tout en dehors de la plateforme de CARA et nécessite des autres organisations. Maintenant, donc, ces moyens d'identification électronique, c'est tout à fait quelque chose de très particulier et nouveau en Suisse, c'est-à-dire c'est une norme très élevée pour une certification. C'est aussi la raison pour laquelle il y en existe pas autant de livreurs, soit de fournisseurs. Et puis, il faut bien savoir que c'est qu'utilisable que dans le sens identification numérique. Donc, ça ne remplace pas votre carte d'identité ni le passeport et ne peut être utilisé dans le monde physique. Pour l'État de Fribourg, avec sa stratégie de digitalisation 4.0, s'est dit on va offrir une EID comme e-government suisse le prévoit dans sa stratégie elle-même. e-gov suisse est en somme sous le chaperon du département fédéral de la justice responsable de la mise en œuvre de la loi qui est en planification. Il y aura aussi une commission fédérale qui va surveiller à ce que ces identifiants électroniques ne peuvent être faussés. Et en cas que vous aimeriez avoir plus de renseignements là-dessus, vous trouvez là sur le lien qui est indiqué. Alors, à ce qui concerne donc l'État de Fribourg, il fallait d'abord choisir un fournisseur, ce qui est arrivé fin août. Maintenant, nous nous trouvons à la phase de contractualisation, puis la planification et l'élaboration de concepts pour une organisation cantonale qui va remettre à ses citoyens donc cet identifiant. C'est planifié qu'avec la certification de CARA, la possibilité d'ouvrir un DEP avec ce identifiant-là, sa mise en œuvre, mais comme déjà signalé, cet identifiant peut aussi servir pour d'autres services qui sont prévus sous e-gov, comme par exemple l'e-votage, ou bien la cyber-formation et encore beaucoup de services qui vont suivre. Alors, ich werde somit durch. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und weiterhin einen schönen Abend. Donc, maintenant, on va passer tout simplement aux choses sérieuses. On va passer à la démonstration en fait, de la plateforme. Vous aurez comme ça un aperçu, ce n'est pas encore la version finalisée, mais vous aurez un aperçu de ce que sera le dossier électronique pour le patient très concrètement. Voilà. Normalement, vous devriez voir sur votre écran la plateforme, comme elle se présente. Donc, vous avez tout ce qu'il vous faut en fait en tant que patient, c'est un navigateur Internet, rien de plus. Pour les professionnels, ça se présente un peu différemment. Il y a d'autres possibilités aussi d'intégrer le dossier clinique du patient dans le logiciel d'une institution de santé. Mais ici, pour le patient, c'est vraiment par le navigateur.
Alors, on va tout simplement se mettre dans la peau d'une patiente, une patiente qui veut se connecter à son dossier clinique du patient. Globalement, ça se présente comme de l'e-banking. Vous pouvez le faire à 4 heures du matin chez vous en mangeant un sandwich. Il faut se connecter de manière sécurisée, c'est la base. Comme l'a expliqué ma collègue Caroline, le but d'abord, c'est de s'assurer que vous êtes bien la personne que vous dites pour pouvoir accéder à votre dossier. Vous avez ici, à l'écran, vous voyez cette liste de 3 identifiants. C'est celui que vous avez, en fait, vous possédez, vous pouvez choisir. Il y a un choix qui peut être fait en disant, mais voilà, moi, j'ai une Swiss ID comme clé, finalement, qui va me permettre d'accéder au DEP. Eh bien, vous pouvez tout simplement vouloir vous connecter en disant, voilà, j'ai une Swiss ID. Vous remarquez, justement, comme l'a dit Caroline, qu'on bascule chez Swiss ID. C'est-à-dire que ce n'est pas Cara qui va gérer ce système de clés. Nous, on offre quelque part le coffre-fort de vos données. La clé, elle, est gérée par d'autres organisations qui, elles aussi, doivent être certifiées par la Confédération. Mais voilà, c'est eux qui gèrent l'identité et c'est eux qui vont quelque part dire à la plateforme, c'est bien Daniel Rohrer, par exemple, qui veut se connecter. Alors là, je vais me permettre d'arrêter la présentation, histoire que je rentre le code d'accès. Voilà. Alors, vous devez revoir normalement l'écran. C'est un système où vous devez mettre globalement un username et un mot de passe. Et puis, il y a un deuxième facteur. Par exemple, vous allez recevoir sur votre téléphone portable un code SMS que vous devez également rentrer. Et là, il y a le check, il y a la vérification que vous êtes bien la personne que vous dites. Là, on a une patiente de test que vous voyez ici en haut à droite. Donc, c'est par exemple Madame Elisabeth Marie-Madeleine Charlotte Temeltaz. On fait des tests avec des noms, vous voyez, très compliqués. Mais ça se présente en fait comme ça. Donc, dans votre navigateur, vous avez la patiente arrive dans cet écran d'accueil où elle peut déjà voir un certain nombre d'informations. Vous voyez en haut à gauche des informations administratives ou démographiques. Donc, il y a par exemple sa date de naissance, son âge, mais aussi son téléphone, son email. Ça permet, on va le voir aussi, de recevoir certaines informations suivant ce qui se passe dans son dossier clinique du patient. Avoir accès ici directement aux documents de santé, donc c'est le but du DEP, hein, c'est de partager de l'information de santé. Donc ici, vous avez directement certains documents, par exemple les documents qui ne sont pas encore lus par la patiente, directement ça s'affiche et peut prendre connaissance en disant voilà, c'est les 4 derniers documents qui ont été déposés par des professionnels de santé sur la plateforme. Vous avez le téléchargement, puisque non seulement les professionnels de santé peuvent déposer des documents ou des données médicales concernant le patient, mais la patiente elle-même peut déposer des documents. En pensant, par exemple, voilà, que la patiente a été hospitalisée au Mexique, elle a eu une mauvaise chute, il s'est passé quelque chose, elle revient en Suisse, elle peut déposer en disant, voilà, c'est pertinent, j'imagine, ça pourrait être pertinent pour une suite de prise en charge. Ça peut être aussi un vieux document et puis qui est jugé utile par la patiente. Donc ça peut être aussi déposé. Et puis le journal d'accès, il faut savoir que tout ce qui se passe sur la plateforme est tracé. Les activités de la patiente, les activités de tous les professionnels qui pourraient y avoir accès sont tracés. Donc le patient, via le journal d'accès, on va le voir pour pouvoir voir en détail qu'est-ce qui s'est passé sur son dossier. On va commencer peut-être directement par le cœur du sujet, aller directement voir le contenu du dossier. Donc voilà, ici c'est une patiente de test, il n'y a pas beaucoup de documents. On peut imaginer qu'il y aura une patiente qui malheureusement a une prise en charge un peu plus lourde avec une centaine de documents. Donc les documents s'affichent ici sur la partie centrale de l'écran. Et puis vous avez du coup la possibilité de faire des recherches. De trier les documents. Parce que quand vous avez une centaine de documents, vous ne voulez pas devoir cliquer en détail sur chaque document pour voir ce qu'il contient. Donc il y a plusieurs manières de rechercher. Il y a tout simplement, si vous savez que c'est une opération du genou ou que c'est un rapport du FUV ou de l'HFR, vous pouvez le chercher de cette manière. Vous pouvez mettre un intervalle de temps
en disant, mais moi, je ne me rappelle plus vraiment qui c'est, quel est le docteur qui m'avait opéré, mais je sais que c'était en 2019. Et ça vous permet de restreindre aussi comme ça seulement les documents sur une période donnée, plus ou moins longue, ça dépend ce que vous voulez faire. Ici, vous pouvez aussi avoir des options de recherche avancées par type d'établissement qui a déposé, le type de document. Donc, ça n'affiche que ceux qui sont à disposition potentiellement dans votre DEP. Donc, si vous dites, mais moi, tout ce qui m'intéresse de voir maintenant, c'est mon rapport d'opération, eh ben, ça vous restreint comme ça les documents disponibles. Et puis, la discipline médicale, pardon, là, vous aurez, ben voilà, si vous avez été pris en charge en ORL, en chirurgie thoracique, en psychiatrie, ou peu importe, vous pouvez aussi sélectionner de cette manière les documents que vous souhaitez voir. Si on prend maintenant très concrètement les documents, vous avez ici déjà la liste des documents, vous avez certaines informations complémentaires qui peuvent apparaître à droite, qui permettent déjà de savoir qui a produit le document, en quoi il consiste. Ici, c'est par exemple un document que la patiente elle-même a déposé dans son dossier, en précisant dans le commentaire que c'est son opération du genou qu'elle a eue au Mexique. Donc ça permet par exemple, si elle retape Mexique ou genou, elle va directement retomber sur le ou les documents qui concernent cette prise en charge. Et ça, elle peut le dire aussi aux professionnels de santé qui le prend en charge en disant « mais j'ai eu ça, je vous assure, allez voir parce que ça ne s'était pas très bien passé ». Ça peut être une possibilité. Et puis après, vous cliquez et puis vous accédez au document lui-même. Alors ici, c'est des documents exemples, il n'y a aucune donnée médicale réelle, bien entendu. Mais c'est après, c'est quelque part, c'est une visualisation en PDF. Vous pouvez chercher dans les pages, vous pouvez zoomer, vous pouvez faire tout ce qui est habituel avec ça. Vous pouvez aussi avoir une vue divisée, c'est-à-dire vous pouvez avoir deux documents en parallèle, une radiographie plus un rapport d'opération, une ordonnance plus une lettre de sortie d'un hôpital. Ça permet éventuellement, si c'est nécessaire, de pouvoir comparer ou pouvoir vraiment lire en parallèle deux documents. Voilà. Vous avez ici les niveaux de confidentialité, on en a un tout petit peu parlé avant. Donc, par défaut, le patient, les nouveaux documents seront en confidentialité normale, c'est-à-dire que les professionnels de santé à qui donnent des droits d'accès pourront les voir. Mais il peut dire aussi, mais moi, voilà, la psychiatrie, c'est un peu gênant, je ne veux pas que mon médecin, mon pharmacien voit ces documents de psychiatrie, c'est seulement pour mon médecin psychiatre. À ce moment-là, il peut les mettre en restreint, il peut changer ça. Donc, typiquement ici, vous avez alors, le rapport d'opération. Il y a la possibilité de modifier le niveau de confidentialité, par exemple en passant en secret, visible que par le patient. Donc, si vous voulez, c'est une gestion fine, vraiment c'est une gestion fine, à la fois dans les droits d'accès et pour les documents. On va voir maintenant rapidement comment on donne un droit d'accès. Donc, de nouveau, par défaut, le dossier clinique du patient n'est visible que par le patient lui-même. Il est fermé, si on veut bien. Et il va falloir l'ouvrir aux professionnels de santé qui sont jugés de confiance et pertinents pour la prise en charge. Donc là, par exemple, cette patiente n'a que son médecin de famille comme professionnel de santé qui a un droit d'accès et qui peut voir les documents. Et puis, malheureusement, on peut imaginer qu'elle a un souci et puis elle souhaite être prise en charge par quelqu'un d'autre. Donc, elle va chercher cet autre prestataire parmi une liste. Donc, la recherche, là aussi, vous pouvez chercher des médecins individuels, des organisations, par type de prestataire aussi, si vous savez que c'est forcément un hôpital que vous voulez. Donc là, par exemple, si vous avez un hôpital, vous avez certaines informations qui s'affichent pour vérifier, par exemple, est-ce que c'est bien l'hôpital auquel je pense, avec l'adresse ou le numéro de téléphone. Et puis, vous pouvez même aller voir le contenu de l'hôpital, c'est-à-dire quels sont les groupes là, on a créé un hôpital avec seulement 2 groupes, mais cardiologie, ORL, et vous pouvez même aller voir quels sont les médecins qui appartiennent à ces groupes. Donc, il y a une gestion assez fine, encore une fois, où là, le patient pourra dire, mais moi, quelque part, je suis pris en charge par l'hôpital du Lac, je donne un droit d'accès à l'hôpital du Lac, ou au contraire, moi, je suis opéré par le docteur horaire, je ne vous souhaite pas ça, mais le docteur horaire qui vous opère, à ce moment-là, vous lui donnez le droit d'accès personnellement. Et ça se fait vraiment, si on prend par exemple là, le groupe ORL, vous cliquez, ça vous demande à quel niveau de confidentialité vous accordez à ce médecin-là, à ce groupe-là, normal ou restreint, là on peut imaginer qu'on donne restreint, un délai,
Et puis, par exemple, là, on va mettre jusqu'à l'année prochaine. Et puis, il est rajouté, il pourra avoir accès à vos données de santé. Voilà. Et puis, le dernier aspect, c'est, je me permets encore ça, c'est vous avez, comme je l'ai dit, vous avez un journal où vous avez tous les événements qui se passent sur votre DEP, les accès faits par les professionnels. Vous leur avez donné un droit d'accès, vous pouvez voir quand est-ce qu'ils ont vu quel document. Donc, vous voyez au document près qu'est-ce qui a été consulté. Vous voyez vos propres accès, vous voyez les accès en urgence. On n'a pas parlé, mais il y a aussi une possibilité d'accès en urgence. Donc, vous voyez tout ça. Voilà, donc ça, c'est une version pour l'instant qui n'est pas la version définitive, mais ça vous donne une idée dans quelle direction on va. Et puis, par rapport à cet écran d'accueil, l'idée de Cara, c'est d'ajouter, comme je vous l'ai dit, des services complémentaires, notamment sur la médication, comme des tuiles supplémentaires pour que toute l'information soit à disposition. Voilà. Je vous remercie. Et je vais vous passer la parole à Monsieur Papadaniel, qui va vous présenter le point de vue des patients, justement, sur ces nouveaux outils. Voilà, bonjour. Donc moi, je ne suis pas à Fribourg, je suis à Lausanne, dans les locaux de la Fédération romande des consommateurs. J'espère que tout le monde m'entend. Alors, je vais vous projeter ma présentation à partir de mon écran. Voilà, normalement, vous la voyez. Voilà, donc dossier électronique du patient. Et les patients, qu'en pensent-ils? En fait, je vais vous relater une expérience qu'on a menée il y a un peu moins d'une année, justement avec l'association Cara, parce que dans le cadre de notre projet qui s'appelle Tous consommateurs de la santé, je vais vous en donner en fait quelques détails un peu plus tard, mais pas beaucoup, parce que c'est pas ça l'essentiel du sujet. Mais nous avons organisé en fait des ateliers où nous avons réuni en fait des membres de l'équipe de l'association Cara avec des futurs usagers du dossier électronique du patient, c'est-à-dire avec des gens qui étaient en provenance de tous les cantons romans. Enfin, on avait essayé de viser tous les cantons romans, on n'avait pas tout à fait réussi. D'ailleurs, on n'avait pas réussi à mobiliser des Fribourgeois. Et donc, on avait des gens qui venaient de 3 cantons différents, qui avaient des âges différents et aussi des profils de santé différents. Et avec eux, on a abordé ouvertement et sans tabou dans le cadre d'ateliers. Et le but de ces ateliers était de recueillir leurs questions, leurs commentaires, leurs suggestions. Et il était important de le faire avant qu'une première version du portail tel qu'il vous a été présenté par Daniel Rohrer, avant qu'une première version ne soit lancée. Très important que ceci se passe en amont. Et donc, en fait, on a abordé avec eux très ouvertement et sans qu'il y ait de tabou, c'est-à-dire que les positionnements les plus critiques avaient également leur place dans ces ateliers, différents sujets que je vous ai listés là sur la diapositive. Quels usages pour le DEP? Qu'est-ce qu'on peut faire avec le DEP? Quelles sont les garanties en matière de protection des données? Comment et pourquoi j'utiliserai le dossier électronique du patient ou non? Et le but, c'était de confronter les points de vue, de questionner, de dialoguer. Et aussi, au passage, il faut noter qu'on a organisé le même genre d'atelier, mais avec des professionnels. Mais dans ma présentation aujourd'hui, je vais me focaliser plutôt sur ce que nous ont dit les futurs usagers patients. Donc, je vous l'ai dit, on avait donc des représentants de 3 cantons romans sur les 5 qui sont impliqués dans Cara, des profils mélangés selon l'âge, le sexe, la génération, toutes professions confondues. Il y a 5 candidatures qui n'ont pas été retenues faute de place, parce que l'idée c'était d'avoir une certaine masse critique, mais également en fait que la discussion puisse se faire de façon assez fluide. Voilà. Alors pourquoi la FRC comme animatrice d'atelier sur le dossier électronique du patient? Vous savez peut-être que la FRC a différentes missions, c'est-à-dire qu'elle conseille, notamment via ses permanences juridiques, les consommateurs, qu'elle fournit aussi une information que l'on souhaite de qualité, objective et indépendante. Le but également, c'est de faire entendre la voix des consommateurs, mais avec ce projet Tous consommateurs de la santé, dans le cadre de la santé, l'idée est aussi de donner la parole aux consommateurs. Et l'idée, c'est aussi de créer des espaces où les consommateurs peuvent discuter directement
avec des acteurs du champ de la santé. Et donc, les ateliers que l'on a organisés autour du dossier électronique du patient, en partenariat avec CARA, enfin même sous mandat de CARA, répondaient donc à cette exigence de donner la parole aux consommateurs, de sorte à ce que leur parole puisse aussi influencer la façon dont le dossier électronique du patient est conçu. Et l'idée, en fait, dans la suite de... Alors là, je vous ai mis juste une petite diapositive sur le projet Tous consommateurs de la santé. Je ne sais pas si les diapositives circuleront, mais du coup, en fait, si le projet vous intéresse, si vous souhaitez vous-même devenir Tous consommateurs de la santé, vous pouvez aller sur notre site internet et vous trouverez, en fait, toutes les informations pour vous y inscrire. Ce que j'aimerais faire maintenant, c'est vous donner une petite synthèse de ce qui est ressorti de ces ateliers. Donc j'ai retenu certaines, des fois vous verrez c'est des citations, d'autres fois j'ai fait quelques synthèses avec des prises de position qui soulignent, disons, les points forts qu'ont pu identifier les usagers par rapport au dossier électronique du patient et les points plus problématiques, les points plus faibles ou les doutes qu'il peut susciter. Alors là, je vous ai mis en fait deux premiers exemples. Donc, effectivement, il y a un certain nombre de personnes qui nous disaient, dans le cadre de ces ateliers, que le dossier électronique du patient était une bonne chose parce qu'il finalement, il attribue de nouveaux droits aux patients, ce qui est bien. Ça a été présenté par Daniel Rohrer, effectivement, et c'est pour ça que la FRC est particulièrement attentive et disons, a plutôt un préavis favorable à l'égard du dossier électronique du patient, c'est qu'effectivement, il permet au patient de réunir toutes les informations qui le concernent, de les maîtriser et d'également d'en maîtriser la diffusion. Alors, ce qu'il y a, c'est que cette maîtrise ou le fait de pouvoir rassembler sur une même plateforme ces documents, elle implique effectivement une certaine responsabilité. Et les questions que se posaient par ailleurs les consommateurs, c'était celle de savoir qui est garant de quoi. Est-ce qu'à partir du moment où on donne un certain nombre de droits aux patients, est-ce qu'il est seul à pouvoir ou à devoir les assumer? Quel est le rôle notamment des autres acteurs de la santé et notamment des médecins privés? Pourquoi les médecins privés ne sont-ils pas encore contraints, avec un S, pardon, de recourir au dossier électronique du patient? C'est une question qui est revenue très régulièrement. Et c'est pour ça que dans l'autre citation, vous voyez que même si on soulignait le fait que c'était très bien que le dossier électronique du patient attribue de nouveaux droits précisément au patient, il faut aussi réfléchir à la façon dont on met en place, disons, une co-responsabilité et la façon dont la relation avec le médecin peut être éventuellement repensée à partir du moment où le dossier électronique du patient apparaît. Un autre retour qu'on a eu, c'était par rapport à la protection des données. Eh bien, effectivement, le risque, et peut-être c'est ce que vous avez ressenti comme question au moment des présentations, était un des risques qui a été identifié, c'était le risque de piratage. Le risque de piratage est celui qui nous inquiète le plus. Ça a été clairement mis en avant dans le cadre de nos ateliers. Mais au-delà du risque de piratage, et ça a été rappelé tout à l'heure, il faut bien voir que le dossier électronique du patient, a priori, en fait, doit répondre à des critères extrêmement serrés. À tel point d'ailleurs en fait, que ces critères sont tellement serrés que l'accès au DEP n'en est pas, sans être impossible, n'en est pas nécessairement facilité. Mais du coup, en fait, la sécurité, pour l'instant, sur la base des garanties en fait, qui ont été posées ou qui étaient pensées par la loi, la FRC les envisage avec une certaine sérénité. Mais alors, en plus de ce risque, il faut bien voir que à partir du moment où certains acteurs du champ de la santé, et notamment en fait les médecins privés, ne participent pas nécessairement au dossier électronique du patient ou ne sont pas nécessairement en fait raccordés à une communauté de référence, une question qui a surgi, notamment dans les échanges qu'il y a pu y avoir entre usagers et professionnels, c'était celle de savoir est-ce que le dossier électronique du patient sera d'ici peu le seul canal
canal d'échange d'informations et d'échange de documents. Et donc, on se posait, les consommateurs se posaient la question de savoir ce qu'il en est des autres canaux d'échange déjà établis par lesquels les professionnels échangent déjà des documents sans se référer au patient. Est-ce qu'il va y avoir un double canal ou voire un triple canal, ou est-ce que tout ceci va être centralisé au sein du dossier électronique du patient? Voilà. Après, il y a un autre aspect qui a été souligné aussi par un bon nombre de participants, c'était celui de pouvoir classer secret certains documents. C'est un moyen de se protéger, à savoir que les documents qui sont mis à disposition sur le DEP, comme l'a présenté Daniel Rohrer, eh bien, n'arrivent pas nécessairement dans les mains des médecins à qui vous avez accordé un accès, provisoire ou non, à votre dossier électronique. Voilà. Trois derniers extraits issus des échanges qu'on a eus dans le cadre des ateliers. Eh bien, c'était, disons, un certain nombre de suggestions qui étaient faites, puisque le but des ateliers était aussi, en fait, d'amener des suggestions des futurs usagers. Une de ces suggestions était celle de dire que plus le DEP aura des fonctionnalités pratiques, certains ont parlé d'anamnèse, certains ont parlé du parcours qui est déjà le leur, qui devrait être détaillé dans le DEP. Certains ont pensé aussi au fait que l'on puisse noter dans le DEP les allergies, histoire justement, si notamment on est pris en charge en urgence, de ne pas vivre une mauvaise aventure ou d'aggraver sa situation. Et donc les gens disaient, plus le DEP aura des fonctionnalités pratiques de ce type, et plus il y a de chances pour que je l'utilise. Une autre position était de dire je ferai la promotion du DEP si il s'avère être ergonomique et facile d'accès. J'ai vu que notamment qu'il y avait une question à ce sujet dans le chat. Voilà. Mais la contrepartie, qui là aussi est ressortie chez un certain nombre de personnes, était de dire mais si un médecin dont je suis satisfait n'y recourt pas et ne souhaite pas y recourir, eh bien je pourrais préférer mon médecin au dossier électronique du patient. Donc tout ceci, bien entendu, ce sont des réflexions qui ont été menées avant de pouvoir tester le dossier électronique sur pièce. Et donc, en fait, en guise de conclusion, mais de conclusion provisoire, ce que je peux dire ici, c'est que, comme toujours, finalement, les usagers consommateurs patients jugeront le dossier électronique du patient sur pièce. Et finalement, le fait qu'ils y recourent ou non, eh bien, dépendra de la façon dont ils vont vivre les premières expériences en le testant. Le succès va bien entendu dépendre de l'ergonomie de l'outil et aussi de sa plus-value pratique, mais il dépend aussi également de la manière dont les professionnels de la santé intègrent cet outil dans leur quotidien. Et là, ça implique quand même un certain nombre de changements, et là, la responsabilité n'incombe pas uniquement aux patients et aux usagers, mais également aux professionnels de la santé. Et enfin, l'organisme, bien entendu, comme la Fédération romande des consommateurs, jouera son rôle de contrôle tout en accueillant les questions, commentaires des usagers et consommateurs. Mais comme je vous l'ai dit, a priori, étant donné le potentiel qu'il y a pour renforcer les compétences des patients, pour renforcer aussi un certain nombre de droits qui existent déjà, la FRC voit plutôt d'un œil favorable le dossier électronique du patient. Voilà, je vous remercie et je crois que j'ai juste été dans les temps et qu'il nous reste suffisamment de place pour des questions. Je vais me retirer de l'écran, mais je serai toujours en ligne si des questions me sont posées. Merci de votre attention. Alors, bonjour. Effectivement, j'aimerais d'abord remercier nos trois intervenants pour la qualité de leur présentation et le niveau d'expertise sur le dossier traité. Un niveau d'expertise qui invite à poser plusieurs questions. Normalement, nous devions clore à 17h15, mais on ne va pas vous laisser dans cet état. On va faire les prolongations. Et puis, j'inviterai M. Rohrer et les autres intervenants à répondre à quelques questions qui étaient posées. Jusqu'à 5h30, on prolonge la conférence afin de pouvoir traiter certains objets. Je vous rappelle que cette conférence sera mise en ligne sur notre site Internet dès lundi prochain. Et puis sûrement qu'à la lecture du chat et des nombreuses questions, on aura l'occasion de reparler du dossier électronique du patient afin de tous et tous être prêts à son arrivée. Alors, je passe d'emblée la parole à M. Rohrer pour les premières questions. Merci de votre attention et au plaisir de vous revoir à l'écran ou ici à la Haute École de Santé. Bonne soirée à tous. Voilà, je vous remercie pour vos questions. J'en vois quelques-unes
Donc, je vais essayer d'y répondre. C'est une très bonne question, en fait. Peut-être la première qui a été posée et peut-être qui explique un certain nombre de choses, c'est effectivement non, il n'y a pas de système unique. La Confédération n'a pas mis en place un système unique, mais c'est un système qui est valable dans toute la Suisse. C'est-à-dire qu'il va y avoir plusieurs prestataires comme Cara qui vont offrir des dossiers cliniques du patient. Nous, on va offrir ça en Suisse romande. Il y a une partie qui va offrir ça à Zurich. Ou au Tessin, ou en Argovie. Et ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que tous ces systèmes sont interopérables entre eux. C'est-à-dire que si vous avez un dossier clinique du patient Cara et que vous allez en vacances dans les Grisons et que malheureusement vous avez un accident, il se passe quelque chose, un problème de santé, le médecin des Grisons, si vous lui donnez accès, ou alors s'il fait un accès en urgence, pourra accéder à vos données de santé. Donc c'est vraiment un système qui marche à travers toute la Suisse. Donc quelque part, c'est un système très suisse. Non, il n'y a pas de système unique, mais oui, il y a la coordination et le fait que toutes les données de santé peuvent s'échanger à travers la Suisse. Ça explique aussi pourquoi il y a un certain retard avec ce dossier, c'est que c'est très, très ambitieux. L'objectif, très concrètement, est de faire communiquer tous les prestataires de santé de Suisse entre eux et avec leurs patients. Donc c'est pour ça que le projet est très ambitieux et prend un petit peu plus de temps. Il y a eu d'autres questions, des questions très intéressantes sur, on parle de, oui, mais est le représentant thérapeutique ou le proche aidant? C'est d'excellentes questions. Qu'est-ce qui se passe effectivement dans le cas où quelqu'un ne veut pas ou ne peut pas gérer son DEP? On a vu que ça demande quand même certaines compétences. Moi, je prends souvent l'exemple de ma mère qui a passé 70 ans et qui est nulle en informatique. Qu'est-ce qu'elle fait si elle veut quand même pouvoir bénéficier de tous les avantages du dossier clinique du patient, mais qu'elle ne souhaite pas s'en occuper? Eh bien, la loi ECARA propose d'avoir un représentant DEP qui gère le dossier à la place du patient. Donc, ça peut être, par exemple, des parents pour leurs jeunes enfants. Dès la naissance, vous pouvez suivre la santé des enfants. Ça peut être aussi plus tard, ben voilà, un adulte qui gère le DEP de son parent âgé, mais ça peut être aussi tout simplement un ami, un voisin, une personne de la famille. Tout simplement, c'est quelqu'un en qui vous avez confiance qui gérera le DEP à votre place, en particulier qui donnera les droits d'accès aux professionnels suivant la prise en charge que vous suivrez. Il y a une question aussi sur la formation. La formation, c'est effectivement une question clé. Hein. D'ailleurs, ici, on est à la Haute École de Santé de Fribourg. La compétence pour utiliser le DEP pour les patients, pour les professionnels, bah, effectivement, il y a quelques connaissances, quelques éléments à maîtriser. Donc, il va y avoir des explications qui seront mises en ligne sous forme de vidéos, sous forme d'explications. Mais il y aura aussi, et on va pousser à ce qu'il y ait des gens qui puissent former des utilisateurs. Donc, on espère que voilà, il y a des associations de patients, des ligues de patients qui vont pouvoir aussi faire ce rôle quelque part de multiplicateur et de pouvoir donner finalement les explications sur l'utilisation du DEP. Et puis pour les professionnels, ben, ils ont des obligations de se former au sein des institutions. Et puis ben, là, je me tourne un tout petit peu vers la haute école, et je pense que c'est aussi, c'est dans l'air, c'est quelque part que les futurs professionnels de la santé reçoivent dès leur formation en tout cas une introduction à la santé numérique pour qu'après, en fait, peu importe où ils vont travailler, ils vont avoir affaire à ces questions de santé numérique et de dossier électronique du patient. Voilà, j'ai répondu déjà à quelques questions. Est-ce qu'il y a... Alors, pour la question sur les personnes âgées, ben, les personnes âgées, c'est, comme j'ai expliqué, c'est via un représentant du DEP. Voilà, moi je pense que ma mère va peut-être me désigner moi comme représentant, ou mon frère, probablement mon frère. Et puis après, il y avait une question aussi sur l'accès aux dossiers radiologiques. Donc oui, c'est aussi prévu, c'est aussi une donnée médicale, une donnée de santé qui peut être pertinente. Ça se présentera informatiquement de manière peut-être un peu différente, puisque les images radiologiques sont parfois plus lourdes. Donc là, il pourrait y avoir un lien qui sera disponible dans le DEP qui permettra d'accéder aux données radiologiques. Mais oui, c'est effectivement prévu. Et puis, il y a une question qui est aussi venue sur le plan de soins. J'en ai un tout petit peu parlé de ces services complémentaires. C'est quelque chose qui ne sont pas encore prêtes actuellement. Mais c'est des choses où on voit que notamment les professionnels de santé nous demandent beaucoup, nous disent les PDF, c'est une première étape, c'est très bien, mais il faut que derrière, à un moment donné, on ait une vision unique, rapide, sur une page, de la médication
que prend le patient d'une part et des soins qu'il reçoit. Et pas de devoir aller consulter tout un certain nombre de documents. Et ça, c'est vraiment dans les toutes prochaines années qui viennent, on va mettre à disposition des professionnels, des patients, ce type d'outils qui sont plus complexes, qui amènent plus de valeur ajoutée, mais qui sont aussi plus difficiles et plus longs à mettre en place, puisqu'il faut que les professionnels de santé eux-mêmes puissent documenter, puissent renseigner l'information correctement dans ces nouveaux outils. Voilà, j'espère avoir répondu à certaines questions. Voilà. Et puis l'accès en urgence. Donc pour les accès en urgence, j'en ai aussi un tout petit peu parlé, on n'a pas pu faire la démonstration, ça aurait été intéressant. C'est la possibilité qu'un professionnel de santé à qui vous n'avez pas donné de droit d'accès, qui, si votre situation de santé, votre situation médicale ne vous permet pas de lui donner un droit d'accès, vous êtes inconscient, vous êtes en état de choc, vous pouvez à ce moment, le professionnel peut demander un accès en urgence à votre dossier clinique du patient et il voit les données, il voit les documents qu'il contient. Il y a des choses, c'est très limité puisque le patient lui-même est informé immédiatement qu'il y a eu un accès en urgence sur son téléphone par SMS ou sur son email comme il préfère. Donc, s'il est quelque part, l'accès en urgence est légitime, pas de problème, il va dire bah oui, j'étais inconscient, vous avez bien fait, ça a aidé à ma prise en charge. Et puis, dans le cas éventuel où il y aurait un abus, un professionnel utiliserait ça, à ce moment-là, ça serait poursuivi et on verrait qu'est-ce qu'il faut faire là contre. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Ça, c'est radiologique qu'on a fait, c'est récupéré. Oui, alors une question sur le lien avec les applications du cabinet médical. Alors ça, effectivement, j'en ai aussi pas beaucoup parlé, c'est le passage par un navigateur Internet pour le patient, pour le professionnel. Pour le professionnel, c'est une possibilité. Mais l'autre possibilité, c'est qu'il y a des moyens techniques d'intégrer les informations du DEP directement dans le logiciel du prestataire de soins, que ce soit un hôpital, que ce soit un cabinet de médecin, dans son logiciel de cabinet, pour qu'en fait, il n'ait pas besoin d'utiliser plusieurs outils, il reste connecté dans son outil habituel, il y a juste un bouton de plus, un onglet de plus, une colonne de plus, où il peut, si le patient lui a donné accès, de nouveau, il peut aller voir les données médicales du DEP et éventuellement importer dans son dossier à lui, interne, les données qu'il juge pertinentes et à l'inverse, il peut déposer les documents qu'il juge utiles pour le patient et pour les autres prestataires de soins. Donc ça, c'est quelque chose que les prestataires de soins doivent faire. Ça va prendre du temps, on le sait, mais ça permet justement après d'avoir dans l'utilisation du DEP pour les professionnels une plus grande ergonomie, une plus grande facilité. Mais par contre, la suite, c'est il n'y aura pas de synchronisation forcément des adresses, des numéros de téléphone. Ça, malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Le patient peut, dans le DEP, inscrire l'adresse email de son choix, le numéro de téléphone de son choix. Il n'y a pas de synchronisation qui sont faites, mais le professionnel peut les voir, éventuellement mettre à jour s'il estime que c'est utile. Ah, très bonne question encore sur les objets connectés, les applications de santé mobile. C'est quelque chose qui est en préparation au niveau de la Confédération pour qu'on puisse effectivement aller dans cette direction-là, pour qu'après, effectivement, ces données qui viennent de ces objets connectés figurent aussi dans le DEP. Ça ne sera pas le cas pour le lancement au premier semestre de l'année prochaine, mais par la suite, c'est clairement aussi une direction dans laquelle on est en train de développer le dossier électronique, oui. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie pour vos questions, pour votre participation. Et puis, Cara reste à disposition, ou le canton de Fribourg reste à disposition pour répondre à d'autres questions. Merci, au revoir.